Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Ouais. Ouais. En fait, moi je me dis, moi j'ai un peu l'habitude, tu vois. Ouais. Mais je me dis en fait, quand tu l'as jamais fait, toi tu débarques chez moi, Ouais. il y a des micros, on s'assoit. Je sais pas, moi je me sentirais un peu intimidé. Ouais, bah ça va, moins que ce que je pensais. Je sais pas, je pense que comme on s'est eu en visio, qu'on a déjà discuté une bonne heure. Ouais. Donc du coup, tu as décidé d'être anonyme. Ouais. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Thomas. Je le note. Après, je biperai si jamais je fais des bêtises. Et pourquoi tu décides d'être anonyme ? Parce que eux m'ont demandé de l'être. Eux, c'était 2 partenaires ? Ouais, c'est ça, mes 2 partenaires, ouais. Voilà, eux préfèrent l'être, donc je vais l'être aussi, comme ça, il n'y a pas de... Ça marche, super. Alors, on a 3 ennemis à cet entretien, sache-le. Le premier, qui a le plus de pouvoir pour le moment, c'est le rhume des foins. Ok. Donc, du coup, moi, j'éternue, je tousse. Bon, normalement, là, ça va, mais du coup, c'est pour ça que j'ai une voix très rauque. Le deuxième ennemi, c'est des travaux dans mon immeuble. Ok. Où apparemment, il bouge des parpaings et tout, mais là, je n'entends rien, donc c'est bon. Et le troisième, j'ai oublié. Je sais pas. Peut-être notre homophobie internalisée, celle qui va nous empêcher de nous libérer. J'allais dire les pompiers, parce que je les entends souvent dans les podcasts. Ouais, t'as vu, j'habite à Paris. À chaque fois, je me dis, merde, il y a les pompiers chez moi. Ah non, c'est dans le podcast. Ah oui, t'as l'impression que c'est chez toi. Ouais. Tu es fermier en trouble. C'est ça. Tu vas nous raconter ton trouble. Ouais. J'ai envie de savoir comment c'est arrivé sur ton chemin d'épanouissement, tous les défis et les joies, et les défis que ça amène. Notamment, tu m'as parlé de communication et de jalousie. Ouais. Comment ton trouble est intégré ou pas dans ton petit village, puisque ce qui m'intéresse dans l'aspect fermier, en plus de savoir ce que tu fais pousser ou ce que tu élèves, c'est aussi comment, tu vois, nos intimes dans un petit village, comment ça fait, quoi. Est-ce que ça change quelque chose ? Et ton enjeu du moment, plus sur ton épanouissement actuel. On a discuté dans notre pré-entretien de comment je trouve mon plaisir sans oublier l'autre. Et des investigations du côté du jeu de la domination. Et avant ça, un petit point G. Donc, je fais des siestes en ce moment. Ouais. Et pendant mes siestes, j'ai des super bonnes idées, comme celle-là où je me suis dit, en intro, je pourrais appeler le moment où je fais un point sur les coulisses du podcast, le point G. Okay. Après, je me suis dit que ça faisait aussi un peu vieux titre de rubrique d'un blog qui a mal vieilli, tu vois. Bon, donc peut-être ça ne restera pas. Moi, en fait, je cherche des donateurs. Peut-être si tu as écouté les derniers épisodes, maintenant j'ai rajouté un petit blabla au début. J'ai un enjeu de modèle économique. Je grignote mes économies et je me dis, je vais peut-être arriver à trouver 400 personnes qui aiment le contenu, qui sont prêts à donner 5 € par mois. Si les gens ne peuvent pas donner, les trucs qui vraiment changent quelque chose pour moi, c'est les messages. J'ai des gens qui me disent comment le podcast résonne pour eux. Et vraiment, ça m'accroche. En plus, en ce moment, je traverse un moment un peu de difficultés créatives où j'ai beaucoup tiré la ficelle, j'ai enchaîné plein d'entretiens, j'ai fait plein d'épisodes et je me sens fatigué, même, tu vois, créativement. Et en fait, il y a des gens qui m'envoient un petit message, juste de prendre ce temps-là. Tu vois, tout le monde se dit, il en reçoit plein ou bien à quoi bon. Franchement, moi, ça fait ma journée, parfois ma semaine. Et les gens mettent du cœur, tu vois, disent pourquoi eux, ça les aide. C'est franchement trop génial. Et l'autre truc super simple, c'est 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Je crois que c'est les 2 seuls qui le permettent.
Tu mets 5 étoiles, du coup l'algorithme partage le podcast plus facilement parce qu'il se dit tiens, c'est bonne nouvelle, et plus on partage et plus j'ai des chances d'avoir des auditeurs qui eux peuvent décider de donner 5 euros par mois. J'ai envie de finir sur le dernier commentaire que BafBaf38, dont le pseudo m'interpelle. BafBaf38 est devenu donateur et il dit « J'écoute ton podcast en faisant du vélo. J'ai mal au cul en faisant du vélo. » Alors avoir un podcast qui m'explique comment ne plus avoir mal au cul pendant une seau d'eau et garder ça pour le vélo, ça vaut bien un type, non ? Merci pour ton travail sur ce podcast. Les témoignages comme les tutos et ton propre témoignage permettent de se dire qu'on n'est pas le seul à avoir mal et que c'est pas normal. Pas le seul pour qui l'acceptation de l'acte n'est pas si simple, pas le seul à ne pas savoir communiquer pendant l'acte, pas le seul face à la performance nécessaire, entre guillemets, pas le seul face à tout plein d'autres choses si bien décrites et pour lesquelles en discuter avec son entourage est tout sauf simple. Merci et en avant vers l'épanouissement sexuel. Chouette. Non mais ça, tu vois, moi, ça me fait un mois. Tu vois, tous les matins, je lis, je me dis, ok, c'est ça la raison d'être du podcast. C'est fini pour le petit point G. On rentre dans le vif du sujet. Du coup, rappelle-moi ton faux prénom. Thomas. Merci, pour que je l'intègre à un moment donné. Mais justement, en fait, j'ai envie de commencer par là. Dans le pré-entretien, tu t'inquiétais de, ok, moi je témoigne, et moi en tant qu'individu, je me donne le droit, mais je suis avec 2 partenaires. Tu t'inquiétais un peu de leur réaction. Finalement, t'en as parlé ? Ouais, on a pris le temps d'en parler à distance du coup, parce que j'étais au stage. On en a parlé un tout petit peu. Au stage de Tantra ? De Tantra, ouais. On en a parlé un tout petit peu le soir, mais il était tard, donc c'était assez rapide. Oui, parce que là, t'es en connexion comme dans un vol. Donc, c'est ça. T'es entre 2 trains. Connexion entre 2 trains. À Paris. Ouais, c'est ça. Et on a saisi cette opportunité pour enregistrer. Ouais. Qu'est-ce que tes partenaires ont dit de ton envie de témoigner ? Il y en a un qui partage plutôt cette envie, parce que lui avait bien envie aussi. Parce que je pense qu'on partage une simplicité dans la façon dont on parle de notre vie privée à notre entourage. Et l'autre moins ? Et l'autre moins, plus parce que lui se serait pas vu le faire, et ça lui pose plus des questions de... les réticences qu'il avait, c'est quelle est la part d'ego qui pousse à faire ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de reconnaissance et quelle est la part de ce besoin de reconnaissance ? Et je pense que voilà, le fait que moi j'ai envie, ça lui a renvoyé un peu ça. Le fait de est-ce qu'il est à l'aise avec le fait que moi j'ai envie de me mettre en avant. Je pense que c'est ça qui l'a... Ah ouais ? Ouais, c'est un peu ça qui m'a exprimé en tout cas. On n'a pas forcément eu le temps d'aller beaucoup plus loin, de creuser beaucoup plus loin, mais voilà, c'était ça qui était un peu la réticence pour lui. Du coup, tu as leur consentement ? J'ai leur consentement. De raconter ? Ouais. Sauf les prénoms ? Sauf les prénoms, ouais. Voilà. J'allais demander de quoi toi et moi on doit prendre soin pour que votre accord soit respecté. C'est ça ? On ne dit pas les prénoms ? Ouais, on ne dit pas. Il y a d'autres informations Je pense que je le sentirais au moment d'évoquer certains points qui peuvent être sensibles pour nous, de ne pas rentrer trop dans le détail ou d'être bien respectueux et bienveillant envers les deux. Toi, cette question du trouble, ou plus généralement, tu vois, cette question du non-couple, ça a toujours été présent chez toi ? C'est quelque chose qui t'a toujours travaillé ? Tu t'es toujours jamais vu dans un couple comme on voit à la télé, et donc tu as toujours été à la recherche d'alternatives, ou ça t'est tombé dessus ? Ça n'a pas toujours été là, mais c'est là depuis très longtemps. T'as quel âge ? J'ai 38 ans. Je pense depuis la première fois où j'étais vraiment en couple. Je me suis posé la question. Parce que j'ai eu une relation en dehors de ce couple-là, et que du coup ça m'a poussé à me poser la question de pourquoi je le fais, est-ce que je suis bien avec ça ? Une relation en dehors, c'est sans le consentement de ton partenaire ? Sans le consentement, ouais, j'en ai pas parlé du tout. Tu l'as trompé entre guillemets. Je l'ai trompé pendant... j'ai eu une autre relation, alors qui était pas vraiment une relation de couple, mais qui a quand même duré pendant 6 mois. Et en me posant la question, je me suis dit,
au-delà du fait que la communication n'est pas passée, que c'était pas le moment, que je l'ai mal fait par rapport à lui, pareil, je l'ai pas respecté dans est-ce qu'il était d'accord ou pas. Moi, au-delà de ça, je l'ai bien vécu. J'étais ok avec le fait d'avoir plusieurs relations. Et je pense depuis ce moment-là, je me suis toujours dit ouais, je suis ok avec ça. J'ai juste envie de faire attention à comment ça se passe, plus attention à comment ça se passe que la première fois où je l'ai fait. Tu sais te souvenir de déclic sur ce chemin de déconstruction, parce que le couple, c'est quand même un fondamental de notre société qu'on nous sert matin, midi, soir, mais de plein de façons, quoi. Dans énormément d'interactions sociales, il y a du sous-entendu qui tourne autour de « es-tu avec quelqu'un ou pas ?» Complètement, ouais. Donc, c'est pas une mince affaire, tu vois, je trouve. Ouais. Tu te souviens de déclic, parce que là, tu me dis... J'ai trompé, je me suis dit d'avoir plusieurs partenaires c'est cool, mais mieux communiquer, en avant Guingamp. Ouais. C'était assez fluide pour toi ? Le souvenir que j'ai à ce moment-là, c'est que je lisais un bouquin que m'avait offert mon père, qui s'appelle « Éthique et l'usage de mon fils », qui parlait beaucoup de liberté, de choix, d'autonomie. Et ça arrivait à ce moment-là où je me posais la question de comment et pourquoi est-ce que je me sens libre d'avoir cette relation en dehors de mon couple. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose. J'étais à un moment où ça faisait sens pour moi de respecter ce dont j'avais envie. Et je pense que ça venait aussi dans un chemin j'ai l'impression de m'être beaucoup construit, peut-être avec l'acceptation de mon homosexualité, un peu en opposition avec ce qui est commun et courant et attendu dans la société. J'ai l'impression que sur plein de choix... Et aller chercher ce qui était sorti de la norme. Ouais, j'étais plus à l'aise parce que c'était pas la norme. Parce que pour le moment... j'ai du mal à comprendre cette envie. Toi, tu appellerais ça... Tu te dis polyamoureux ? Non. Je me dis pas polyamoureux. Je m'intéresse au polyamour. Je me dis pas polyamoureux parce que je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre comment est née cette envie de plusieurs relations. Tu sais me mettre des mots sur cette joie que t'as ou cet élan ? J'ai compris que c'était pas la norme, et que ça te plaît. Et il y a d'autres choses plus intimes, ça te nourrit ? Ça me nourrit. Je pense que ce qui me nourrit, c'est accepter les sentiments, les émotions, les attirances que j'ai, et ne pas les mettre dans un coin et avoir l'impression qu'elles vont me faire mal pendant qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer. C'est un peu comme ça que je le sens. Toi, t'as l'impression si je comprends bien, le couple monogame, c'est dire non et refuser, réfuter des émotions, des attirances et ce refoulement te blesse. Et donc, pour toi, être ouvert... Dans mon cheminement, parce que avec cette première expérience, j'ai constaté que j'avais des attirances en dehors des personnes avec qui j'étais en couple, et que du coup, pour moi, je le vivais comme effectivement un refoulement, un interdit. Je vais dire un truc maladroit, mais je suis pas convaincu. Okay. C'est maladroit parce que j'ai pas à l'être et c'est très clair ce que tu dis, mais je suis pas convaincu qu'on soit allé au cœur de la lumière dans ton petit cœur. Parce que quand je t'entends dire, j'entends une joie à la liberté, une joie à la création de liens qui fait du sens pour toi. Ok, là-dessus, je vois qu'il y a de la lumière. Mais du coup, ça dit pas trouble. Ça dit, par exemple, moi, j'aurais plus entendu un discours de, moi, tu sais, la relation, j'en ai pas besoin. Donc, je construis avec tout un tas de gens. C'est mes amis ou mes amoureux, j'ai du sexe ou pas. Et or là, toi, tu t'incarnes dans un autre cadre un peu différent. Et sur la question du trouble, en fait, ça s'est arrivé super tard. Pendant toute ma vie de couple, on a été en couple ouvert. Mais la question du polyamour s'est jamais posée très fortement. Il n'y a jamais eu de
moments où la question d'être en relation amoureuse, affective avec d'autres s'est posée. Là, tu parles toujours de ton couple où tu as eu cette relation non consentie. Non, pardon, du couple, de mon couple. En général. Ouais, enfin. La suite, après, tu as continué à être en couple ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Je suis en couple depuis 12 ans. Et dans ce couple-là, on a toujours été en couple ouvert. Et la question s'est jamais posée dans le sens, tu n'as jamais rencontré quelqu'un où tu t'es dit, là, je ressens un amour sur lequel je veux construire un palais. Ouais, voilà, exactement. Donc, très poétique. Pendant tout ce... C'est le rhume des fois. Pendant tout ce cheminement, la question s'est pas posée, donc c'était plus j'ai des attirances, on en parle, c'est ok pour nous deux, voilà, on est ok pour qu'on ait des aventures sexuelles en dehors du couple. Ok. Et au moment où on a rencontré cette troisième personne, on n'avait pas d'envie, on n'avait pas de besoin, mais on était tous les deux prêts. Et ça s'est fait comme ça. Assez naturellement. Ouais, assez naturellement. Je pense que c'est plus lui, ce troisième, qui nous a dit, je suis sur un chemin où je me pose pas mal la question de comment je me sens en couple ou comment je me sens pas bien en couple. Plutôt, et que lui avait envie d'explorer du polyamour ou du trouble. Il avait eu une première expérience un peu entre les deux qui s'était pas très bien passée, mais il sentait que c'était quelque chose qui lui parlait, donc il nous a tout de suite dit ça clairement. Je me sens bien avec vous, j'ai envie d'essayer d'aller plus loin. Sans raconter son histoire à lui, c'est quoi pour toi la différence? Parce que tu as dit entre les deux, et donc je me disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux? Parce que moi, de ce que j'ai compris avec mes petites connaissances, le polyamour, c'est la capacité à tomber amoureux de plusieurs personnes à la fois. Et cet amour peut, selon les règles que l'on décide, s'incarner dans une relation, fugace ou pas. Enfin, il y a tout ça, voilà. Et c'est le fait que, je crois aussi qu'il y a un élément, et tu vas me compléter, que tout ça c'est dit en transparence, c'est-à-dire que le polyamour il est vécu dans la communication, donc chaque partenaire est plus ou moins au courant, mais en fait non, tu vois, je recule un peu parce que je crois qu'il y a des gens qui peuvent se considérer polyamoureux sans que tous les partenaires soient au courant du même niveau d'infos. Bon, donc je viens de me contredire, mais qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord sur l'aspect transparence. Pour moi, la transparence, je suis transparent dans le fait que potentiellement j'ai plusieurs relations, mais après pas forcément dans le détail. Si la règle c'est on se raconte pas tout le reste, du coup il n'y a pas de transparence là-dessus, mais c'est en accord avec les personnes avec qui on est en relation. La différence que je faisais, c'est plus parce que dans ma vision du polyamour tel qu'on en parle souvent, on parle peut-être moins souvent de troubles, mais plutôt de relations multiples qui n'ont pas forcément de liens entre elles, qui en font un groupe, disons. Vous êtes un trio. Nous, on est un trio. Là où pourrais être une étoile. Où je pourrais avoir deux relations. Où je pourrais avoir 2 ou 3 relations, mais ces différentes personnes n'ont pas de relation entre elles. C'est un peu ça la différence que je faisais. Et donc, je disais que son expérience était un peu entre les deux parce qu'il a rencontré une personne qui était en couple. Les 3 se sont dit, on va essayer d'être en couple. Très vite, le troisième a dit, non, ça me va pas. Soyez en couple, vous. Moi, je rentre pas dans cette relation. Ok. Donc là, c'était un peu l'acceptation que j'ai du polyamour. Et ça n'a pas marché. Le troisième a très vite dit non, ça me convient pas. La différence, c'est que vous deux, le couple de 12 ans, vous êtes tombés amoureux de la même personne. Exactement. Avec la même intensité? Pas forcément avec la même intensité. Enfin, disons que nous deux, avec une intensité assez proche, je dirais. Mais ce qui fait peut-être la différence, c'est que le troisième, lui, n'est pas tombé amoureux de nous deux avec la même intensité. Du coup, il n'y a pas la même intensité dans les relations. Donc, ça fait quand même une petite différence. Il est plus amoureux de qui? Il est un peu plus amoureux de moi. Et ça, c'est quelque chose que vous dites? C'est quelque chose qu'on dit, qui nous exprime. Après, ça a pris du temps, ça prend encore du temps de trouver la façon de l'exprimer, la façon de nous exprimer en retour et la façon de nous en discuter entre nous deux. Vous êtes fort. Hein. Ma réaction de oh là là, c'était, moi, c'est venu directement m'appuyer sur ma peur du rejet. Mais ça m'a mis inconfortable à l'idée d'être dans une des 3 positions d'ailleurs. C'est même pas.
Comment vous l'avez rencontré? Tu peux me rappeler Ouais, pas de souci. On l'a rencontré dans une soirée chez un ami, une connaissance qu'on avait rencontré sur Grindr, qui était devenu un ami pas très proche, mais voilà, avec qui on échangeait de temps en temps, et qui lui s'était dit que ça lui plaisait pas les dynamiques sur Grindr. La plupart des gens prennent pas le temps ou ont pas le temps d'approfondir la relation et du coup se basent sur juste un tout petit élément de la richesse d'une personnalité. Et du coup, il avait envie de contourner ça en organisant chez lui des soirées, en invitant tous les gens qui voulaient venir. Donc, d'abord, il a juste envoyé un message sur son profil Grindr en disant soirée chez moi tel jour. Pas forcément une partouze. Non, c'était une soirée conviviale. Vient qui veut, vous inviter. Une partouze est une soirée conviviale. Je rigole. Avec l'idée de base, c'était on passe un moment convivial. Il y avait aucune, apéro, quoi. Voilà, il y avait aucune idée préconçue de où est-ce que ça va aller, disons. Et donc là, est-ce que vous êtes à l'aise qu'on dise dans quel coin on a une ferme? Ouais, on est dans la Manche, un coin plutôt rural, pas très isolé, mais pas de grosse ville, pas de zone urbaine dense. On est dans la Manche, ça veut dans dire... le département de la Manche. Ah là là, et là je ne connais pas. Donc du côté du Mont-Saint-Michel, en gros, entre Caen et Rennes, quoi. Ça marche. Le Cotentin, ça parle peut-être plus. Okay. Voilà. Donc... C'est intéressant parce que je trouve que c'est une chouette utilisation de Grindr. Ouais, carrément. Donc là, on est dans le Cotentin, on est dans le département de la Manche. Ouais. Et vous avez connecté avec ce mec qui vous fait... Et c'est là où vous rencontrez numéro 3. Pas tout de suite. Alors, il a fait une première soirée qui s'est bien passée. On a trouvé ça sympa. Il a refait une deuxième soirée 1 an plus tard, l'année dernière, dans laquelle on a rencontré ce troisième. Ok. Voilà. Et quand tu dis la première soirée était assez sympa, c'est-à-dire... Tu t'es fait des potes rapides, mais il n'y a pas eu de rapport sexuel? Si, il y a eu des rapports sexuels. Chacun de notre côté, on a eu un rapport sexuel avec une personne différente. C'était OK pour nous. Il a une grande maison et chacun peut aller chercher sa pièce? Ouais, c'est ça. Pas une maison gigantesque, tout le monde n'avait pas de la place pour baiser dans son coin. Tu as eu la salle de bain? Non, j'ai eu une belle chambre avec 2 lits. Ah Parce que le carrelage de la salle de bain, moins agréable. Ouais, je pense que ça aurait été moins agréable. C'est vrai. Ou au contraire, plus excitant? Ouais, je sais pas. Pour moi, pour l'instant, de mes expériences, non, ça m'excite pas. C'est pas quelque chose qui m'excite. Mais... Moi, j'aime bien mon petit confort, ouais. Ouais, moi aussi. J'aime bien. Ouais. Ok. Et du coup, jusqu'à présent, votre couple, toi, de 0 à 100, tu dirais que t'étais au bon endroit sexuel à combien avant l'arrivée de numéro 3? J'étais au bon endroit pour moi à 90, je dirais. Tu vois, j'essaie de formuler la question pour pas... mais en gros, tu kiffais ta sexualité. Ouais, c'est 90, c'est j'aime vraiment ma sexualité entre nous deux et en dehors de nous deux. C'est ça. Et la ferme va bien, parce que 90, t'es pas stressé, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pousser? On fait pousser plein de choses. On fait pousser des légumes, on fait pousser des arbres pour produire des fruits, on fait pousser des arbres pour vendre des arbres. Ok, trop cool. Voilà. J'allais dire, peut-être on peut mettre un lien. Vous vendez, mais de toute façon, on est anonyme, donc on va pas du tout mettre de lien. Ouais, on mettra pas de lien. Ok, du coup, toi, t'as l'impression que toi, t'étais à 90 sur 100 bien. Ouais. T'es du coup pas dans une recherche particulière, le cœur ouvert, mais il n'y avait pas un problème à régler, quoi. Il y avait des petits détails, je dirais, de choses à régler, mais que je vivais pas comme douloureuses, comme il faut absolument que je sorte de ça. Tu étais sur ton chemin de petit être humain imparfait. Quels étaient ces détails? Ces détails étaient, je pense, quelque chose que je vivais comme une difficulté à ne pas contrôler, à lâcher prise. Que moi j'ai vécu beaucoup dans. On a essayé la sodomie dans les deux sens et assez vite dans la relation, c'était compliqué pour moi d'être pénétré. Autant le fait de ne pas être pénétré en soi, c'était pas un problème pour moi, c'était plus un problème dans est-ce que ça dit quelque chose de ma relation avec lui non sexuelle. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des relations autres pendant lesquelles j'avais aucun souci à être pénétré. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là sur
je n'arrive pas à me laisser aller avec lui parce que par ailleurs dans notre relation il y a d'autres difficultés. Du coup, parce que j'allais te dire, saute sur les épisodes précédents, les 6 épisodes sur la sodomie, mais tu dis ça se passait bien avec d'autres partenaires, mais il y avait un blocage avec celui que j'aime. Ouais, c'est ça. À l'époque, tu l'aimais. Oui. Au moment où on est, donc on est avant le trouble. Ouais. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui compris de ce blocage à la pénétration ? Je pense plusieurs choses. Je pense qu'il y a des questions clairement physiques ou physiologiques, je dirais, parce que j'ai des hémorroïdes, j'ai des saignements, donc peut-être une petite fissure anale ou un truc comme ça. Donc je pense que, ne serait-ce que physiquement, j'ai des douleurs, des difficultés. Ok. Hop, là, il y a un petit point hotline. Parce que, mais je fais une parenthèse pour moi-même. Très souvent, la fissure anale est confondue avec des hémorroïdes. Ok, donc voilà. Mais bon, ça, c'est une proctologue qui me l'a dit. Okay. Mais, okay. Donc, ça me répond bof, parce que si avec certains partenaires, t'avais des hémorroïdes parfois, c'est ça ? Et t'as l'impression que t'as eu des rapports, t'as été pénétré avec des partenaires différents de ton amoureux à des moments où t'avais pas d'hémorroïdes, c'est ça que tu penses ? Je sais pas trop, parce que jusque récemment, je me suis pas trop renseigné sur les hémorroïdes. Je sais que j'ai des difficultés circulatoires et des douleurs anales, donc je me dis ça doit être des hémorroïdes, mais j'ai jamais approfondi plus cette question-là. J'ai mon syndrome du sauveur qui s'agit. Là, j'ai envie de te donner... on en parlera peut-être après, mais moi, j'ai eu des hémorroïdes et franchement... mais j'ai pas déjà parlé sur le podcast d'hémorroïdes. Bon, on devrait faire un épisode d'hémorroïdes. Peut-être. Bon, en tout cas, un peu bancal. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu de ça. Un peu bancal quand même, parce que tu me dis j'ai des hémorroïdes, c'est un sujet, et ça c'est vrai. Mais c'est pas le seul sujet. Mais on comprend pas pourquoi t'as pas mal avec des hémorroïdes, avec d'autres. Je pense que l'interprétation que j'en ai, je sais pas si elle est juste, je l'ai peut-être pas suffisamment creusée, c'est quand il y a aucun autre enjeu dans la relation sexuelle, j'arrive à me laisser aller complètement, qui fait que la potentielle douleur, soit j'arrive à la surpasser, soit elle n'est pas réveillée, disons. Ouais. Alors que dans mon couple, il y avait d'autres enjeux de rapports qui peuvent être conflictuels par ailleurs dans la communication, qui fait que ça réveillait peut-être une difficulté à me laisser aller complètement avec cette personne-là. Ça veut dire que vous aviez des points de tension qui du coup venaient bloquer ta capacité à lâcher prise. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de problèmes. Enfin, on a eu des moments où il y avait pas mal de problèmes communicationnels, où je me sentais peut-être pas très reconnu, pas très respecté, qui fait que j'avais peut-être plus de mal à me laisser aller avec une personne dont je sentais que parfois elle ne me reconnaissait pas ou respectait pas. Du coup, les 90 sur 100, le fait qu'avant le trouble, tu te sentais sexuellement au bon endroit, c'était principalement dans tes rapports hors de ton couple amoureux, c'est ça ? Non, au sein de mon couple aussi. Pour moi, ce point-là de difficulté à me laisser aller n'était pas... je le vivais pas comme quelque chose de très difficile, disons. C'était pas, ça se passait pas comme ça. On essayait de temps en temps. Parfois, ça marchait pas. La plupart du temps, ça marchait pas. C'est intéressant parce que ce blocage, du coup, n'impactait pas ta capacité à éjaculer ou à bander. Enfin, tu vois, il aurait pu s'immiscer ailleurs. Non, c'est particulièrement passionnant. Moi, j'observe que dans ma construction sexuelle, je pense que mon homophobie internalisée et ma difficulté à assumer le rapport homosexuel fait que je suis plus à l'aise avec quelqu'un que je ne connais pas et que possiblement je ne reverrai pas. Parce que du coup, je me lâche. Alors que quelqu'un que je vois et revois, avec qui je forme un truc, je me dis, enfin, moi, je le vois. C'est comme si, du coup, je pouvais être moins me lâcher. Parce que... j'arrive pas à le dire. Je sais pas ce que je veux dire, mais... parce que ça va être noté, quoi. Parce qu'en fait, ça va vivre. Parce que cette personne avec qui je fais couple, je le vois le lendemain, l'après-lendemain. Donc, en le voyant, je vais me souvenir que j'ai été cet être qui a lâché prise et qui, à un moment donné, a crié ninja. Et en fait, ce qui n'est pas un de mes souhaits, mais non, vraiment pas en plus. Mais tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Toi, c'est pas du tout ça ton sujet. J'ai pas l'impression que ce soit ça mon sujet, mais c'est vrai que quand tu le dis, ça me parle un peu, effectivement, de me dire...
comme tu dis, de me souvenir après que j'étais dans une position que peut-être sur le moment j'aurais vécu comme soumission, c'est peut-être un peu fort, mais me laisser, je sais pas comment le dire. Pas respecter, enfin, perdre ta masculinité. Je sais pas si c'est ça. C'est j'arrive pas à trouver le terme, mais un enculé en fait. Ouais, c'est ça. Mais une position qui me rappelle la position compliquée dans ma relation avec lui par ailleurs, ma relation plutôt du côté communicationnel, disons. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Attention, parce que moi je vois de l'homophobie internalisée absolument partout. Okay. Donc je suis mauvais guide. Et toi, tu as l'air plutôt de décrire autre chose, que c'était un enjeu relationnel. Pour moi, c'est ça que j'ai vu. Après, peut-être que je vois pas tout. Hein. Ouais. Le trouble arrive, numéro 3 arrive. Ouais. Vous avez déjà, est-ce que ces enjeux de couple sont encore là au fond? Aujourd'hui, ces enjeux de couple sont un peu là. Après, ils ont beaucoup fluctué pendant nos 12 ans de relation. Hein. Et ils ont pas mal fluctué selon comment on se sentait bien, nous, dans notre couple, mais surtout dans notre vie un peu plus large, notamment à la ferme, parce qu'on ne vit pas tout seul, on vit à plusieurs. On a des colocs, on a des stagiaires, on a du monde, quoi. Et en gros, plus on est... On fait du woofing. On fait du woofing, ouais. Ah là là, tout le monde va vouloir woofer. Alors, mais... énorme fantasme pour l'intégralité des auditeurs, parce que de plus en plus les gens me disent qu'ils écoutent ce contenu quand même en fantasmant le physique des gens et tout. J'avoue que moi j'étais un petit peu moi je faisais vraiment pas ça pour ça, mais pourquoi pas, mais là moi-même je fantasme, j'ai envie d'aller woofer et non. Ouais, on a des gens qui nous font part de leur fantasme comme ça, quand on dit... De ouf, non? Ouais, quand on croise des gens comme ça sur Grindr ou ailleurs, c'est vrai que il y en a, c'est leur fantasme, mais bon. Ouais, donc toujours est-il qu'en tout cas, vous êtes dans une communauté, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, je pense le bien-être du lieu et des gens qui s'y trouvent impacte beaucoup, nous, notre couple et comment ça se passe entre nous. Ouais, tu m'étonnes. Donc effectivement, il y a eu des moments où il y a eu pas mal de monde, où c'était une dynamique beaucoup plus... je sais pas, d'ouverture positive avec plein de projets dans tous les sens, qui fait que ça nous a pas mal sorti de on passe 24 heures sur 24 ensemble et du coup il y a forcément des points de crispation qui arrivent, quoi. Ouais. Et la capacité à être intime sexuellement et à jouir et à être épanoui, bien entendu, est super dépendant de ce qui se passe autour. Ouais, complètement. Quand vous rencontrez tous les deux numéro 3 à cette soirée, qui lui parle le premier? C'est pas moi. C'est numéro 2. Ouais, c'est ça. C'est pas bien que je dise numéro 2, numéro 3. Tu crois que c'est péjoratif? Ouais, je sais pas. Je préfère mettre des prénoms, mais on peut dire comme ça me... Non, mais si tu préfères, on fait... comment s'appelle l'être aimé de 12 ans? Il s'appelle Fred. Ok, je vais le noter. Ouais. Rappelle, tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Thomas. Ah oui, c'est vrai. Super. Et c'est lui, donc ouais, c'est Fred qui va le voir. Et vous êtes en trouble avec? Son prénom avec Arnaud, pardon. Ok. Ouais. Et vous rencontrez Arnaud il y a combien de temps à cette soirée? On rencontre Arnaud il y a 8 mois. Ouais, il y a 8 mois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est Fred le premier qui le... Ouais. Parce que dans le déroulement de la soirée, pour une raison autre, moi je suis resté dans mon coin presque toute la soirée. Ah ben non, je veux savoir la raison autre. C'est pas une raison, c'est qu'en gros c'était une soirée avec un gros buffet et que moi je commençais un jeûne et que du coup fallait pas que je sois dans la pièce du buffet parce que sinon c'était pas possible. Ah ouais. Donc j'étais près de la cheminée pendant toute la soirée. Okay. Donc j'ai rencontré, discuté avec les gens qui étaient... Celles et ceux qui avaient froid. Qui avaient froid, ouais, ou qui avaient pas faim, ou qui... Comme moi, fuyait le buffet, je sais pas. Ou qui voulait s'asseoir, être confortable, je sais pas. Mm-hmm. Et voilà, et du coup... c'est une évidence pour Fred? C'est une évidence pardon. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'était plutôt une évidence... physique et de ressenti, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges... en même temps, je dis ça, mais j'étais pas là. Il y a eu quand même, ils ont quand même discuté. Je sais même plus. Tu vois. Non, mais t'inquiète. Toi, du coup, tu rencontres comment Arnaud? À cette soirée-là, il y a un moment donné où tu bouges ton cul du feu de cheminée. Ouais, c'est ça. On se retrouve à plus très nombreux. La piste de danse commence à se chauffer un petit peu. Il y a un peu plus de monde et les gens se rapprochent un petit peu plus. Tu as dépassé la fin? J'ai dépassé la fin.
FAIM. Oui, j'ai traversé la pièce pour aller dans l'autre pièce qui était de l'autre côté du buffet. Et t'avais envie de danser ou de sexualité, tandis que tu commençais ton jeûne, genre t'étais pas omnibulé par la faim? Pas du tout. À ce moment-là, j'étais bizarrement, je suis arrivé à cette soirée, j'étais surexcité. J'étais super à l'aise avec tout le monde, alors qu'en général, je mets un peu de temps à être à l'aise dans un groupe. Je pense que ce qui commençait à se passer dans mon corps faisait que, je sais pas, il y avait un nouveau truc qui se passait, et du coup j'avais une tension très très positive, j'arrivais à parler à tout le monde super facilement, et du coup peut-être les petits signaux de je suis attiré par un tel physiquement ou autre me permettaient d'y aller plus facilement, quoi. Mais il paraît d'ailleurs que le jeûne crée une chimie particulière. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment le seul moment où je l'ai ressenti de façon forte. Et c'était le premier jour de jeûne. Donc, Vous vous mettez à danser. Fred, Arnaud et toi, vous dansez. Non. Je voyais la boum là. Ouais, on n'était plus très nombreux. Eux deux ont commencé à danser ensemble. Du coup, je les laisse danser ensemble, se rapprocher, parce que je me sentais pas de me dire j'ai pas envie que vous dansiez tous les deux, je veux aller danser avec vous. Donc moi, je me suis rapproché d'un autre. On était un peu quelques autres personnes dans la pièce, mais on n'était pas très très nombreux. Donc c'était plutôt chacun de son côté, un peu comme à la première soirée. Ça s'était passé comme ça. Donc peut-être la deuxième soirée, ça s'est fait encore plus naturellement. Donc on était plutôt chacun de notre côté avec quelqu'un d'autre, et puis je sais pas pourquoi comment avec le temps les deux couples sont devenus plutôt quatre. Mais moi comme j'étais dans mon coin toute la soirée, j'avais discuté avec aucun des deux autres, donc c'était purement physique et du ressenti que j'avais d'eux. Donc c'était assez étrange pour moi à ce moment. De danser avec des inconnus? Vous aviez un rapport sexuel? Non, pour l'instant, non. À ce moment-là, non. On a juste dansé. Danser avec des inconnus, pas du tout. Moi, j'adore danser. Qu'est-ce qui était étrange? C'était étrange d'aller vers quelque chose de... Je pense qu'il y avait le partage d'intimité qui était à ce moment-là pas encore sexuel, qui était plutôt affectif, avec des gens, notamment avec Arnaud, avec qui j'avais eu quasiment... Enfin, je l'avais croisé quand j'avais dit bonjour à tout le monde, et j'avais vu que depuis une demi-heure, ils dansaient ensemble, mais c'est tout, quoi. J'avais eu presque aucun eye contact avec lui. C'est étrange parce que, est-ce que t'es un peu sapiosexuel, c'est-à-dire ta capacité à être à l'aise, excité, et d'avoir un rapport sexuel, et très connecté à la connexion émotionnelle, intellectuelle, oh là là, intellectuelle. À fond. À fond. Ouais. Pas que le physique joue un peu, mais carrément, ouais, c'est la connexion. Je sais pas si c'est que intellectuel, parce que là, effectivement, j'avais pas de connexion intellectuelle avec lui, parce que j'avais eu aucun échange avec lui, mais peut-être des préjugés que j'avais juste en le regardant bouger, danser, interagir avec Fred. Tu le trouves beau, Arnaud? Ouais, carrément. Directement, tu le trouves beau? Pas directement. Je pense que sur le coup, je me suis pas dit waouh, je suis super attiré par lui. Peut-être parce qu'il y avait une interaction avec Fred et que ça m'a empêché de me projeter sur lui. Je sais pas. Mais sur le coup, c'est pas ça qui m'a marqué ou qui m'a sauté aux yeux. C'est plus ce qui dégageait. Il s'est passé quoi entre cette danse et le moment où vous partez de la soirée avec, comment s'appelle ton mari, ton amoureux? Fred, merci. On est tous les deux, à chaque fois qu'on dit un prénom, on regarde le petit papier. C'est ton mari, Fred? Non. Amoureux? Tu veux que je l'appelle comment? Partenaire? Compagnon. C'est ça. Il s'est passé quoi? Il s'est passé, on s'est embrassé à 4. On s'est rapprochés un peu plus qu'embrassés. Enfin, on a fait des câlins. Comment on s'embrasse à 4? Genre, les 4 bouches connectées les unes avec les autres? Je pense qu'on a essayé à un moment, ouais. C'est un peu compliqué, mais on a essayé une fois, des bisous partagés dans un sens, dans l'autre, des caresses. Sympa. Qui ont un petit peu dérapé au début. Enfin, il était très tard, on était fatigués, donc on s'est allongés tous les 4 sur un canapé, et c'est devenu un peu plus sensuel, mais pas beaucoup plus. Et il y en a un 5e qui est arrivé, il y avait quelques personnes qui tournaient autour, qui voyaient qu'il se passait quelque chose. Là, c'est devenu un peu bizarre pour nous, en tout cas, de voir des gens qui tournaient autour, qui nous regardaient. On était dans une soirée qui était plutôt, chez un ami, plutôt convivial, et tout d'un coup, c'est devenu un peu sauna, backroom, bizarre.
Bizarre, t'exagères. Bizarre, je dis bizarre parce que c'est une soirée apéro Grindr. Il y a de l'action. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui disent est-ce que je peux venir, est-ce que je peux pas venir. Pourquoi c'est bizarre ? Je pense bizarre parce que je l'avais jamais vécu. Je pense que c'est surtout ça. Mais ça, moi, c'est un des sujets. J'ai jamais vécu ce que tu as vécu. Ouais. Et j'ai jamais été dans un endroit où un apéro qui dérape, etc. Ouais. Mais cette histoire de consentement, moi, je pense que je passerai ma soirée à réfléchir, à me dire merde, genre comment je refuse quelqu'un. Ouais. Voilà. Et donc du coup c'était peut-être aussi ça qui était bizarre, c'est que toi t'avais pas de désir pour d'autres qui tournaient autour et carrément tu leur faisais pouce vers le bas, mais c'était dans les différentes expériences que j'ai eues à plus de 3, le gros point noir pour moi c'était ça, c'était mon incapacité à trouver la façon et le moment d'exprimer ou de demander le consentement, quoi. Et du coup à ce moment-là avec le 5e qui en plus était ivre, c'était bizarre, c'était compliqué pour tout le monde. Mais voilà. Donc vous êtes partis. Du coup c'est devenu un peu en disant bye bye à Arnaud. Non, pas du tout. Là, on est encore tôt. Il s'est encore passé pas mal de choses. Je dirais qu'on était fatigués. Du coup, c'est devenu un peu sexuel avec ce 5e parce que lui l'a un peu provoqué. Mais c'était un peu bizarre. Pas à l'aise. Donc nous, on était plutôt à moitié en train de dormir et lui était plutôt à moitié en train de s'exciter, de nous exciter. Ok. Du coup, on a fini par s'endormir tous les 5. Ok. Et à déménager au milieu de la nuit, je sais pas quand, dans une chambre. Et là, tous les 4, là, il y a eu un vrai rapport sexuel partagé. Ah là là, je vous imagine tellement vous entre-réveiller en disant ne fais pas de bruit, il y a le mec ivre qu'on veut pas. Je sais plus comment ça me réappuie à l'endroit du rejet. Moi, je suis peut-être le ivre. Ouais, je pense que ça s'est pas passé comme ça. Je pense que c'était plus élégant. Je pense que même il faisait déjà jour. Le jour commençait à se lever. Du coup, tout le monde a commencé à s'activer un peu, à voir qui partait, qui allait manger. Et je pense qu'en fait, on est monté un par un. Dans cette chambre. Donc je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de moment de rejet. Je l'ai pas ressenti comme ça en tout cas. Ouais, bien sûr. Non, mais je te taquine. Enfin, mais je le comprends tout à fait parce que jugement, en tout cas. Je l'ai vécu par ailleurs. Avec... on est tous le rejet de quelqu'un, le rejeté de quelqu'un. Ouais. Ok. Et ça se passe bien ce moment à 4 ? Ouais, ça se passe bien. T'as l'impression que c'est le... Non, je t'ai coupé au mauvais moment. À part. J'allais dire, à part cette question du consentement qui, même à 4, là, était un peu moins compliquée, mais l'était encore un petit peu. Voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. C'est marrant parce que t'es tout en nuances. Ouais. Et du coup, là, en gros, si je le dis à la Guillaume, il y avait un plan à 4. Toi, tous les 3 avaient envie d'être à 3. Et quand tu dis un truc un peu nuancé autour du consentement, c'est qu'en fait, aucun de vous 3 n'avait envie d'avoir un rapport sexuel avec le 4e. Non, pas du tout. C'était le consentement des pratiques sexuelles qu'il y avait entre les 4. Concrètement Concrètement, donne-moi un exemple. Je sais pas, un moment, moi j'ai mis un doigt à quelqu'un, comme on était tous les 4 emmêlés, j'ai pas pris le temps, trouvé la façon de lui demander si c'était ok pour lui. Ah ouais, bah ouais. Parce qu'il faut arriver à retrouver la tête. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. C'est dans l'excitation du moment. Je sais pas forcément à qui c'est, je me doute, mais l'entremêlement fait que je prends pas le temps de le faire. Bah bien sûr. L'excitation et l'entremêlement fait que je prends pas le temps de le faire. Et vice-versa, il y a des choses qui se sont faites sur ton corps où tu dis, tiens, bof, ce matin, j'avais pas envie de ça. J'en ai pas le souvenir là aujourd'hui, peut-être, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. C'est plus dans l'autre sens que ça m'a marqué. Ouais. T'as l'impression que ce moment à 4 a scellé votre trouble ? C'était le début ? Ouais, c'était le début parce que déjà on ressentait autre chose que de l'attirance sexuelle. Moi, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Arnaud, il y avait déjà autre chose que... Hop. Attends, tu es auprès du feu. Ouais. Arnaud, tu ne lui as pas parlé. Non. Puis vous dansez, à mon avis, vous discutez pas à ce moment-là, puis vous vous endormez, puis vous vous réveillez pour migrer dans une chambre. À quel moment donné tu lui as parlé ? Je lui ai pas parlé. D'accord. Je dis dans les échanges physiques, affectifs, sexuels, dans la façon de s'embrasser, dans la façon de se caresser, j'ai senti que c'était déjà beaucoup plus que purement une attirance sexuelle, quoi. C'est beau ça. Ouais. Que fait que sans mots. Ouais. Toi tu disais sapiosexuel, c'est assez rare pour toi, sans mots, de ressentir des énergies particulières ou non, pas du tout. C'est fréquent, ouais. Okay. Ouais.
Et c'était très clair parce qu'avec le 4e qui était là, j'avais beaucoup d'attirance sexuelle, mais il y avait pas plus, quoi. J'ai pas compris. Du coup, c'est très fréquent. Avec beaucoup de gens, tu ressens une énergie sexuelle plus et romantico-amoureuse, ou au contraire? Non, avec beaucoup de gens, je peux sentir une énergie qui m'attire sans avoir une énergie autre que sexuelle, sans avoir à échanger, à parler avec la personne, quoi. Okay. Sans forcément qu'il y ait un passage à l'acte. Mais par exemple, le stage de tantra où il y a plein de monde, assez facilement, avec la façon dont les personnes se déplacent, se dansent, je sais si... Alors c'est une part de préjugé, parce qu'après, en discutant, je peux me rendre compte qu'en fait oui ou qu'en fait non. Mais ouais, tu sens je sens quelque chose auquel je me connecte, quoi. Et du coup, là, il y avait ça, clairement. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure que tu revenais d'un stage de tantra. Oui. Tu dois être gorgé de tout un tas de trucs. C'est un bon endroit, les stages de tantra, les ateliers de tantra. Enfin, ça dépend de la qualité du facilitateur, mais pour travailler dont on parlait tout à l'heure, la question du rejet, la question du consentement. Ouais. Comment tu dis à quelqu'un non merci, c'est pas mal. Petite parenthèse. Ouais, carrément. C'est pour le faire. On éjacule. À 4. Je ne sais même plus, tu vois. Très bien. Ouais. Mais ça, c'est moi. On n'arrête pas de me répéter que je suis trop focalisé. Un bon ami me dit que je suis trop focalisé, à juste titre. Je suis très focalisé sur l'éjaculation. Ouais. J'ai essayé de trouver une manière de dire on prend un café et on se casse. Ça se termine là, notre rencontre avec Arnaud. On se lève, l'affection est toujours là. On s'échange quelques mots juste pour se dire ouais, on a envie de se revoir. Et dans la façon dont ça se passe, ouais, clairement, on est tous les trois, on a tous les trois envie de se revoir. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.